Quel est votre cursus et pourquoi vous avez choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Ce qui a entraîné mon cursus. Certes. Pourquoi j'ai choisi ce métier? J'y ai été amené par la vie. Et ce que j'ai découvert, c'est que la vie m'a préparé à aller vers ce métier. Hein, j'ai eu une enfance, pas en France, mais en Afrique, confronté à des chocs de civilisation, des chocs de croyances et de philosophie, puisque j'étais fils d'un pasteur enseignant et d'une mère infirmière enseignante. Et j'ai vécu mes 10 premières années en Afrique. Quand je suis revenu en France, il y a eu ce choc. J'entrais dans une société que je ne comprenais pas. Les codes m'étaient inconnus. Je ne savais pas comment ces gens-là, comme en Afrique, on avait un rapport très sensoriel, très sensible avec la réalité, les uns avec les autres, et une certaine liberté, une exubérance, alors que là, tout était codifié, réglé, et c'était très dur. Et là, j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que c'est que ces humains? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Enfin, c'est quoi ça? Et comme j'étais mal adapté, je me battais souvent dans la rue. Enfin bon, j'étais un cancre. Il faut dire que j'étais dans des pensions, internats, etc. Et on m'a mis au lycée technique, parce qu'à l'époque, il fallait des ouvriers pour l'industrie automobile qui tiraient la croissance. Donc tous ceux qui ne savaient pas trop quoi faire, ben, on les mettait au lycée technique. Et ils devaient devenir des ouvriers sur machine. Alors moi, technicien, mais j'ai raté mes études techniques. Pourtant, je suis allé jusqu'au brevet de technicien. Et en fait, je dois avouer que je vendais des rédactions. J'étais très fort en rédaction, j'aimais beaucoup. La peinture et la rédaction, c'était mes hobbies. Et je vendais ça contre des devoirs de maths et de français. Bon. Et un jour, à la fin, ayant raté mon examen, l'événement clé de ma vie, alors je le dis parce que c'est aussi ce que je recherche chez les personnes et ce qui les aide à trouver le sens de leur vie. L'événement clé, ça a été ma prof de français qui m'a convoqué dans son bureau, m'a dit je vois que vous avez raté votre examen, je sais, mais j'ai remarqué vos talents littéraires. Vous avez été très fort, racontez-moi ça. Donc, honteux, penaud, je lui ai raconté le subterfuge que j'avais employé, ma triche en quelque sorte. Elle m'a dit oui, j'ai remarqué, vous avez fait évoluer vos 3 camarades qui ne savent pas écrire 3 mots pour qu'ils réussissent leur rédaction. Et bon. Donc j'ai tout raconté, qu'en échange, il me donnait les devoirs de maths, d'électricité, de technologie. Bon, il y a prescription, donc je peux en parler. Et elle m'a dit, ben voilà, j'ai préparé ce dossier, vos parents ou tuteurs n'ont plus qu'à le signer, l'année prochaine vous ferez votre bac au lycée Bartholdi à Colmar, puisque vous avez une base à Mousseline. Voilà les 20 livres que vous devez lire pendant les vacances, n'allez pas à l'usine travailler, c'est pas votre truc. Mangez des pommes de terre s'il le faut, mais lisez ces 20 livres et vous partez faire votre bac philo. On était en... Elle m'a dit, vous avez assez de potentiel par rapport à ces fils de bourgeois qui sont dans ces lycées de classe. Bon. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis passionné. Je découvrais la littérature, la philo. Je me suis absolument passionné. J'étais vraiment tout heureux. Malheureusement, on était en 68 et au mois d'avril, les cours ont cessé. J'étais très frustré. Et je me suis dit que, suivant les indications de Mademoiselle Schmitt, à qui je rends hommage à chaque fois que je peux, parce qu'elle a vraiment été un moment clé, je me suis dit que j'allais faire du journalisme. Je sais écrire, j'adore écrire, donc... Mais il fallait une licence avant de faire le journalisme, et donc, quoi faire comme licence? Philo, ok, j'ai commencé la philo aussi. De l'anglais, oui, j'ai commencé de l'anglais, mais je me suis dit... Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie? J'ai pas compris l'histoire des codes sociaux, la manière dont les gens sont en relation, tout ça. Tiens, je vais faire psycho, des études de psycho pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé et peut-être que j'arriverai à comprendre aussi ce qui est arrivé aux gens. Voilà comment je suis arrivé à la psycho. Donc j'ai fait mon cursus tout en travaillant à côté, etc., parce que j'avais aucun moyen de subsistance. Et puis après, j'ai pas fait mon service. J'ai fait mon service militaire, j'aurais pu l'éviter, car j'avais un strabisme, etc. Mais je l'ai fait quand même. Pourquoi, je ne sais pas trop. Peut-être pour mieux comprendre ce qui se passait dans la société. C'était important pour tout le monde, le service militaire. Bon.
Et donc j'ai fait mon service, et là j'ai retrouvé les gars que j'avais au lycée technique. J'étais le conducteur, chef de patrouille de Sergent Vertu, qui n'avait aucune étude, mais qui était un petit guerrier. Et donc c'était très intéressant, très dur en même temps, mais j'ai beaucoup appris aussi. Et après, j'ai eu une longue période de chômage. Et chaque fois que je me présentais quelque part, eh bien, on me disait, vous êtes trop diplômé. Dans un cabinet de consultant du travail, on me disait, vous n'avez pas lu tel et tel auteur, donc on ne peut pas vous prendre, etc. Et au bout de presque une année de chômage, j'ai été recruté par l'ANPE de l'époque comme conseiller professionnel. Voilà. Et 3 mois après, j'aurais pu devenir psycho du travail à l'AFPA. Et comme j'avais commencé à l'ANPE, ben, j'y suis resté. Et j'ai été conseiller professionnel pendant 2 ans, 3 ans, 2-3 ans, à Remiremont dans les Vosges. Et là, j'ai vraiment... À l'époque, on avait le temps, 1h30, et on pouvait traiter tous les aspects existentiels de la personne. Non seulement l'aspect psychologique, le soutien, tout ça, mais aussi la recherche des possibilités, etc. Et ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a formé, et bien, après, j'ai travaillé au service documentation, recherche de solutions à l'ANPE régionale. Mes collègues m'appelaient sur un téléphone pour me décrire le cas qu'ils avaient devant eux, et moi je cherchais l'information sur Internet. Enfin, Internet à l'époque était balbutiant, mais aussi par téléphone avec les catalogues, etc. Et puis je transmettais les réponses, et ils pouvaient alors traiter en direct, donner des réponses aux personnes, quoi. Voilà, j'ai fait ça pendant un certain temps, je me suis formé à la documentation, et j'ai fait formation de formateur. Je suis devenu formateur et responsable du service formation de l'ANPE. Donc je suis formateur de formateurs, formé à la Ségos. Ça a été une de mes clés qui m'a accompagné après. Parce qu'après j'ai fait de la communication, responsable de communication à l'ANPE toujours. J'avais mon émission radio tous les jours à France 3 Alsace. Et j'ai été pendant 2 ans chargé de mission au département du Haut-Rhin de l'ANPE, où j'accompagnais tous les petits chefs d'agence, enfin les chefs des petites agences de toute l'Alsace, donc de Wissembourg à Saint-Louis. C'était du coaching en fait. J'allais les voir, on traitait leurs problèmes, je les soutenais, etc. Ça m'a aussi beaucoup appris. Et après, je me suis formé, alors entre-temps, je me suis formé, l'analyse transactionnelle, enfin tout ce qui pouvait, j'étais un bouffeur de formation, dès qu'il y avait une occasion, j'allais prendre cette formation. Et en 97, tout ça s'est rompu, parce que le nouveau directeur m'a limité. J'étais connu comme le loup blanc dans la cité et parmi les gens qui bougeaient. Et donc, ça, c'était un petit peu difficile. La politique a changé, etc. Je ne m'éternise pas sur ces détails, mais je ne me suis plus du tout retrouvé. Et puis, l'ANPE changeait, devenait très technique derrière la mise en place des ordinateurs pour les offres d'emploi, pour les demandeurs, etc. Et je ne me retrouvais plus dans cette technocratisation de cette institution, où je m'étais éclaté. On avait fait vraiment un super boulot. Et donc, à un moment donné, tout s'est cassé dans ma vie. Mon boulot, je ne pouvais plus, et mon directeur ne me voulait plus. J'ai connu en même temps un divorce, une séparation qui a débouché sur un divorce, etc. Ça a été une période extrêmement difficile. Et alors j'ai pris une année sabbatique, et je me suis retrouvé à Paris. J'ai été à Paris pour me remettre à jour. Maintenant on dirait updater, mais pour me remettre à jour, j'ai fait un DEA de sciences de l'éducation, j'ai fait un travail de formation, d'ingénierie de formation, un petit diplôme d'ingénierie de formation, j'ai travaillé sur les politiques territoriales et Krishnamurti. Voilà, ça a été Paris, et après je suis revenu, mon père est décédé, donc la maison avait besoin de quelqu'un pour s'en occuper, ma mère aussi. Donc je suis revenu ici, où je vous accueille à Montsenheim, et
j'ai écrit à des personnes que j'avais connues dans le passé, Marie-Hélène Gillig, à l'époque, qui dirigeait la CUS à Strasbourg, et qui avait dit du bien de moi. Elle avait dit, si tous les gars de la NPE étaient comme Valentin Husser, il n'y aurait plus de chômage en Alsace. Et donc, on m'avait rapporté ça. J'avais créé des jaloux, mais bon. Ben oui, c'est les événements clés de la vie. Hein. Et puis un ami qui avait travaillé avec moi à l'NPE, on avait créé le premier libre service d'information, Jean Burgère, qui avait quitté aussi pour les mêmes raisons, jalousie, etc. Et il était entré à Euroformation à Mulhouse, un organisme de formation. Il m'a présenté à la patronne, Marlise Benoît, qui m'a dit, bon, ben on verra. On a parlé les valeurs, le sens, la philosophie de la vie, et comment... Elle m'a dit, on verra. Et je rentre chez moi, c'était le 27 juillet, le jour de mon anniversaire, et sur mon répondeur, je trouve un message Marie-Hélène Gillig qui me dit, vous êtes... vous m'avez envoyé un papier il y a 3 mois, je l'ai perdu, mais si je me souviens bien de vos compétences, vous pouvez nous accompagner à la CUS. Dans 3 mois, on doit signer le contrat emploi jeune et on n'a rien fait avec Martine Aubry et Jospin. Si ça vous intéresse, c'était un samedi matin, si ça vous intéresse, eh bien lundi matin, vous pouvez avoir rendez-vous avec Madame Schreiber à la CUS. Bon. Eh bien, pendant le week-end, eh bien, j'ai travaillé comme un fou. C'est quoi ces emplois jeunes, la loi, les exemples, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que je pourrais accompagner. Donc j'ai pondu un plan. Hein. Et à 9h du matin, j'étais à la CUS, où mon plan a été très bien accueilli. Et voilà, j'ai commencé, pendant 3 mois, j'ai fait tout ce travail. Et l'après-midi même se terminait mon année. J'avais un parachute pendant 1 an pour retourner à mon poste à l'ANPE, chargé de mission, catégorie B. Et je rencontre le DRH qui me dit, oui, est-ce que tu as d'autres pistes? Alors on discute un peu. Arrive mon chef qui me dit, alors Valentin, tu reviens ou tu t'en vas? Je dis, mais est-ce qu'on peut? Non, tu sais, nous on n'a pas changé. Toi tu as changé, mais nous pas. Donc dis-moi oui ou non. Alors j'ai dit, bon, je m'en vais. Il a dit, ah super, on va changer ton poste en 2 secrétaires, on attendait ça, salut. C'était génial. Mais il m'a rendu service parce qu'il m'a libéré de cette chaîne de la sécurité administrative. Bon, et comme je suis un peu un aventurier quand même, de l'humain en tout cas, eh bien j'ai travaillé beaucoup sur les emplois jeunes, ensuite avec les associations, puis avec Thierry Page, directeur adjoint du travail à Strasbourg, on a travaillé sur le handicap, j'ai pondu les premières formations pour les chargés d'insertion dans le handicap, etc. Donc je suis devenu indépendant, profession libérale, et j'ai utilisé tout ce à quoi la vie m'avait préparé, encore une fois, pour faire en même temps les emplois jeunes, les associations, le handicap, l'insertion professionnelle avec Euroformation. Un jour, en octobre, j'avais fini les emplois jeunes, Madame Benoît m'appelle et me dit, Valentin, un vendredi soir, Valentin, lundi matin, j'ai un stage de cadre en redynamisation qui commence. Est-ce que vous le prenez? Je dis, mais il faudrait me dire. Elle me dit, écoutez, j'ai pas d'autre solution, si vous ne le prenez pas, je ne sais pas quoi faire, est-ce que vous prenez oui ou non? Je dis oui. Je dis, bon, d'accord. Lundi matin, 8h30, vous prenez le groupe En Marche, il y en a pour 4 mois, je vais vous envoyer la fiche qu'on a, mais on n'a vraiment rien. Notre consultant qui avait préparé ça est parti avec toute l'ingénierie, c'est à vous de pondre. Donc le week-end, j'ai travaillé comme un dingue, encore une fois. Et ça a été un stage extrêmement intéressant, qui a été le premier d'une série. Alors après, j'ai travaillé avec les jeunes des cités, j'ai travaillé avec... j'ai eu moi-même en charge les jeunes de la vallée de Guebwiller pour la mission locale, donc je travaillais avec l'ANPE, les missions locales, et ensuite avec la région. À partir de 2009, et j'en compte dans ce livre que j'ai pondu suite à ces expériences et ces plus de 40 années d'expérience, j'ai été sollicité par Marlise Benoît, directrice de formation, Mireille Thuette, directrice régionale de CRIT intérim, Muriel Welch, qui travaillait à Je Bosse à l'époque, et Charlotte Picot, qui s'occupait de Inser Emploi, entreprise d'intérim d'insertion, qui m'ont dit, voilà, on a un projet, les seniors, il n'y a rien, est-ce que tu nous accompagnes, est-ce que tu t'en charges? Et donc on a travaillé depuis 2009 jusqu'à 2018, jusqu'en avril 2018 finalement, ça... Et il y a 600 personnes
en Alsace qui ont bénéficié de cet accompagnement. En 2009, j'ai commencé aussi la logothérapie. J'ai rencontré l'œuvre de Viktor Frankl et j'ai été passionné. Voilà. C'est-à-dire c'est une éducatrice. En même temps, je faisais l'analyse de la pratique dans des établissements médico-sociaux, dont une maison d'enfants, le Bercail à Guebwiller. Et une animatrice me dit, Valentin, vous nous parlez toujours du sens et des valeurs, vous devriez vous intéresser à Viktor Frankl. Et voilà, il y a une journée là-dessus après-demain à Strasbourg. Je n'ai pas pu y aller parce que j'avais trop de travail, mais j'ai gardé ce petit mot dans ma tête, logothérapie, et j'ai commencé à chercher un petit peu l'information. Après, j'ai eu un creux, mais je suis devenu coach. J'ai fait une formation de coaching CT à Mulhouse, avec Agile Coaching, qui m'a intéressé, mais j'étais un peu frustré du côté de la question du sens. On traitait ça de façon assez... d'une façon particulière, qui ne me convenait pas tout à fait. Et on ne prenait pas vraiment en compte l'aspect psychologique, la souffrance humaine, quoi. La souffrance humaine, voilà. Moi, je suis très sensible à la souffrance, de plus en plus. Et avec mon travail de psycho en parallèle, je suis devenu beaucoup plus sensible à cela. Et après, j'ai eu de nouveau énormément de travail. Et à un moment donné, il y a eu de nouveau une chute dans mon travail. Et j'ai eu quelques temps pendant lesquels je n'avais rien à faire. C'était en octobre 2019. Et juste au moment du démarrage des actions seniors, j'ai commencé à me former en logothérapie. Voilà. Ça, c'est devenu l'axe principal qui m'alimente. Hein. Il y a une anthropologie, il y a une thérapeutique derrière, c'est riche et profond et intéressant. Il y a des méthodes, il y a tout un tas de choses. Et donc, j'ai développer toutes mes activités à partir de là. Ça a alimenté l'action senior, qui a cru, qui a grandi. Les personnes de la région qui s'occupaient de ça, notamment Georges Welch, que je cite dans mon livre, parce que c'est un peu la marraine de cette affaire-là, a été très intéressée par l'approche logothérapeutique, l'approche nouvelle que la logothérapie apportait. Et c'est elle qui m'a dit, d'ailleurs, vous devriez écrire ce que vous me racontez là. Et on avait au départ 1 ou 2 actions par an. Et puis en 2008, en 2016, on a eu 6 actions et 10 actions. Donc ça a pris de l'ampleur. Hein, et ça s'est arrêté en 2018, en mai 2018, par fin de financement. Alors il y aura peut-être de nouveau quelque chose, on verra. Mais c'est la logothérapie et tout ce que j'avais acquis en psychologie, en accompagnement, a alimenté mon travail de formateur et d'accompagnant. Et parallèlement, j'ai rencontré des gens qui me demandaient leur aide. Donc parallèlement, j'ai fait de l'accompagnement thérapeutique, de la thérapie. Et à partir du moment où j'avais fini ma formation de logothérapeute, j'ai pu le faire valoir d'une certaine façon. Et ça attire les gens, beaucoup de gens qui viennent. Et en ce moment, eh bien, tout en ayant pris ma retraite financièrement, eh bien, je continue d'accueillir, d'accompagner les gens qui se présentent. J'ai des personnes qui viennent régulièrement j'en ai plusieurs en même temps. Voilà. Voilà le cursus et un déroulement de vie en quelques mots, quoi. Vous parlez des personnes et il y a une des questions qu'on a écrites, c'est quel type de patient vous avez? Est-ce qu'il y a plutôt un certain style de patient, l'âge, les problèmes, ou est-ce que vous avez un peu de tout qui vient? Alors, ça c'est une question très intéressante. Y a-t-il un patient spécifique pour les différents types de psychothérapie? Ouais. Alors oui, d'une certaine façon, parce que la palette des problématiques humaines est immense et les gens ont besoin de rencontrer à un moment donné la personne qui leur convient.
Mais parfois, ils ont déjà fait tout un chemin. Au départ, les gens sont plus attirés par la pensée magique, ils veulent trouver une solution. Hein, et les magiciens, les magiciennes ont beaucoup de succès. Mais ensuite, ils sont déçus. Après, ils vont vers des thérapies plus classiques, de la psychologie telle qu'on la pratique, avec des tests, etc. Mais souvent, ils sont aussi un petit peu déçus. Ils ne trouvent pas quelque chose de suffisamment proche de leur sentiment d'existence et de l'authenticité de leur problème. Alors après, ils vont vers la psychanalyse, et certains sont beaucoup aidés par la psychanalyse. Mais c'est un travail qui dure longtemps, souvent, hein, qui est cher aussi, donc souvent réservé à une élite financière. Et puis après, une fois déçu de beaucoup de thérapies, c'est souvent à ce moment-là qu'ils viennent vers la logothérapie, ou qu'ils rencontrent la logothérapie. Pourquoi? Parce que une des bases dans la pensée de la logothérapie, c'est que l'homme vit dans un vide existentiel. Et il essaye de le remplir de toutes sortes de façons. Et puis après, il commence à se chercher lui-même, hein, en pataugeant en quelque sorte dans ce vide existentiel. Et puis il a besoin de se rencontrer dans son authenticité. Hein. Et c'est à ce moment-là que la logothérapie peut le toucher. Alors, ça définit quoi comme personne, comme type de public? On peut dire souvent des gens qui ont déjà fait du chemin, donc qui ont un petit peu de bouteille, mais ça peut intéresser aussi les jeunes qui cherchent un espoir hein, et qui sont face à une société où ils ne voient pas à quoi ça sert que je fasse des diplômes, il n'y a pas d'avenir. Voilà. Tous les gens qui sont un petit peu au bout de cette croyance qu'on va pouvoir faire quelque chose dans la vie, eh bien, sont concernés par la logothérapie et réagissent très très bien au message de la logothérapie. Hein. Alors évidemment, Viktor Frankl était psychiatre. Il a beaucoup travaillé sur le suicide. Quand il était jeune, il a créé une association entre les deux guerres à Vienne pour s'occuper de ses camarades qui étaient tentés par le suicide. Il a sauvé beaucoup de gens. Et puis, à la clinique neuropsychiatrique de Vienne dont il était responsable, il a beaucoup travaillé avec les femmes. Il y avait un pavillon des femmes suicidaires. Donc cette question du manque de sens, il l'a trouvé comme ça, est apparue là, dans le contact avec ceux qui avaient perdu le sens de leur vie et qui étaient dans une extrémité où soit ils passaient à l'acte pour se suicider, soit ils tombent en dépression, soit les problématiques, et de nos jours les problématiques s'accrochent les unes aux autres, hein, chômage, dépression, rupture des liens familiaux, sociaux, etc. et déchéance, on voit ça tous les jours. Donc la logothérapie se travaille sur cette question de... Je peux vous faire un petit schéma? Oui, faites. Juste un petit schéma. Voilà. Une des bases. Hein. Dans la vie, en général, on part de la notion d'échec. Je suis en échec, échec social, échec professionnel, échec relationnel, etc. Et je désire le succès. Et on va chercher le succès, on va chercher la réussite. Et elle va se caractériser pour les gens d'habitude par l'argent, la maison, la voiture. On est entraîné dans notre société vers le consumérisme, le matérialisme, etc. Et à un moment donné, il y a une rupture. Tout ça se casse, comme ça s'est fait pour moi dans ma vie. Et les personnes tombent en dépression. Ils tombent dans le désespoir. Voilà. Ils tombent dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sur un vide existentiel. En dessous de tout ça, il y a le vide existentiel. Et ils n'ont, pour se raccrocher, pas grand-chose s'ils restent tendus vers cette réussite qui leur est refusée, que les accidents de la vie ont cassé, etc. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent rencontrer cette pensée. Qui suis-je et qu'est-ce que j'ai en moi-même? Est-ce que j'ai seulement mon physique? Il est malade, peut-être il est accidenté, j'ai eu un problème, je ne peux plus me servir de ma jambe ou de mon pied, ou je suis paraplégique.
Donc mon corps a souffert, et souvent mes émotions, ça c'est une des notions de base en logothérapie, les émotions suivent le physique. Hein. La psycho est accrochée au physique. Il y a un parallélisme entre la psychologie et je suis en forme, dynamique, joyeux, etc. Et donc mes défenses immunitaires augmentent et mon corps va mieux, etc. Les deux vont ensemble. Eh bien, à un moment donné, Frankl dit, nous avons en nous une autre possibilité. C'est ce qu'il appelle la dimension noétique. Oui, voilà. C'est-à-dire, mon esprit, par la puissance de mon esprit, je peux défier ce parallélisme psychophysique et je peux transcender ma situation, me dépasser pour aller vers quelque chose d'autre qui va honorer la vie. Et à ce moment-là, je vais aller vers, c'est à ce moment-là que ça se situe, je vais aller vers un accomplissement. Voilà. Je vais aller vers un accomplissement et je vais réorienter, découvrir toutes mes possibilités et réorienter mon énergie vers accomplir ma destinée humaine. Voilà. Et alors on va travailler sur qu'est-ce que c'est et comment on peut y arriver. La logothérapie aide les personnes à se tourner vers ce qui va les emmener vers leur meilleur accomplissement. On va traduire ça de façon très simple en disant leur meilleure possibilité. Voilà, on va leur aider à découvrir. Et Frankl dit que ça se traduit en actes, c'est-à-dire que ce n'est pas une idée intellectuelle vague, ce sont des actes que je vais orienter dans la vie autour de moi. C'est ce que j'ai représenté dans ce logo, dans cette image. Hein. Je vais me tourner vers ce que la vie me propose comme défi, hein, et il appelle ça entendre la question que la vie pose. Et dans le camp de concentration, vous avez lu Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, il y a un moment donné où il dit à ses camarades, pour leur regonfler le moral, nous ne devons pas demander à la vie ce que nous voulons, mais nous devons entendre ce que la vie nous demande. Et la vie nous demande de vivre en dignité notre souffrance et de la transcender par l'esprit. Je résume, hein. Il le dit beaucoup mieux que moi. Et voilà. Et c'est là-dessus que ça se base, que se base la logothérapie. Ok, bon, j'allais vous demander comment vous définissez la logothérapie, mais... Alors, comment je définis la logothérapie? Eh bien, comme Frankl l'a défini lui-même, c'est une thérapie, mais c'est aussi une pédagogie, un accompagnement orienté vers le sens et les valeurs. Ça, c'est important de le dire comme ça. Orienté vers le sens et les valeurs. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas on va définir des valeurs et puis on va s'appliquer à s'y conformer, mais on va chercher dans la situation existentielle, et ça c'est intéressant, ça part de l'analyse existentielle, la Dasein-Analyse à l'époque, avec Binswanger et les fondateurs de l'analyse existentielle, pas transactionnelle, existentielle. et on va, dans l'analyse de la situation avec la personne, l'aider à trouver le sens. Okay. C'est-à-dire que la logothérapie va chercher à aider les personnes à trouver le sens. Pas à donner un sens à ma vie. On entend tout le temps, je vais donner un sens à votre vie. D'accord, on peut donner un sens à sa vie en disant qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben, je vais faire ça et ça, plutôt que de rester à ne rien faire et à déprimer. Ok, on peut donner un sens de cette façon-là, mais ce qui est intéressant en logothérapie, c'est qu'on va se mettre à chercher quelle est la question que la vie me pose. Et je vais regarder mon passé. On travaille sur la biographie, on appelle ça chez nous biographie thérapeutique. Je suis en formation là-dessus pour pouvoir le mettre en œuvre et l'enseigner, avec Otto Schock, directeur de l'Institut de Munich, Felsenfelsburg, qui vient nous transmettre ceci, ici à Munzenheim, dans mon petit centre de formation, là. Et au travers des événements de ma vie, je vais trouver quelles sont les étincelles de sens, qu'est-ce qui, à un moment donné, m'a projeté vers quelque chose qui ouvre l'avenir et me permet d'aller vers un accomplissement. Par exemple, cette histoire de Mademoiselle Schmitt que je vous ai racontée, qui m'a dit, eh bien voilà, vous n'êtes pas fait pour être technicien, vous êtes fait pour les sciences humaines, et voilà le dossier
pour vous inscrire au lycée Bartholdi. Bon, là, elle m'a réorienté, et j'étais là, j'étais dans un moment de rupture, et elle m'a réorienté vers quelque chose où je m'accomplis de plus en plus au fur et à mesure que la vie passe, quoi. Donc c'est ça, c'est cette question, thérapie orientée vers le sens et les valeurs, il faut voir ce que c'est encore les valeurs, et c'est pas du tout la même chose que je vais donner un sens à ma vie en allant me battre pour le djihad, faire sauter la planète, etc., ou au contraire, aider. Bon. Donc il y a toujours quelque chose dans notre vie où on peut découvrir ce qui, au fond de nous, nous a préparés. La manière dont la vie nous a préparés. Qu'est-ce que j'ai développé en moi-même qui prépare un avenir? Et après, je vais devant la question, est-ce que tu mets ça en œuvre? Regarde autour de toi, dans le monde, pour y trouver les besoins qu'il y a à satisfaire. Et après, tu vas être devant la question, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas? Et alors là, Frankl dit, ça complète la première vision qu'on peut avoir de la logothérapie. Quand je suis devant une question comme ça, je suis devant quelque chose que, si je ne le fais pas, qui le fera? Alors parfois, il y a des tas de gens qui, par exemple, vont servir la soupe à la soupe populaire. Eh bien, pourquoi pas? Mais si moi j'y vais pas, bon, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera. Alors, est-ce que c'est ma tâche ou c'est pas ma tâche? Vous voyez? Donc, si je le fais pas, qui le fera? Et si je le fais pas maintenant, quand est-ce que ça sera fait? Ça, c'est une question très importante. Bon, l'exemple typique, c'est vous êtes devant, enfin, il cite lui-même une personne qui se noie, et puis un gars qui saute dans l'eau, qui va la récupérer. Et on lui dit bravo, vous êtes un héros. Il dit non, je suis nageur, je me suis entraîné, passionné de natation, etc. J'ai développé cette capacité et personne d'autre autour n'avait cette capacité pour sauter et sauver cette personne. Donc je l'ai fait. Voilà. La vie l'a préparé à ça. Et c'est intéressant de chercher dans nos vies, et on cherche avec les personnes dans leur vie, quelles sont leurs ressources, quels sont leurs talents, quelles sont leurs compétences. Qu'est-ce qui en eux peut servir à quelque chose? Voilà. Et il y a toujours quelque chose qui peut servir. Ne serait-ce que parce que cette dimension noétique, cette dimension qui transcende le psychologique et le physique, Frankl dit, elle est toujours présente.